Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 10 août 2026 et notre cher ami Larry Johnson est avec nous. Bon retour parmi nous, Larry. Bonjour. Hi there. Je suis de retour. Oui, vous êtes de retour. Permettez-moi de commencer, Larry, par Donald Trump. On dirait qu'il est simplement en train de changer d'argument. Tout va être réglé, semble-t-il, parce que le détroit est ouvert, a déclaré Donald Trump aujourd'hui, et que les mines ne sont plus là. Les États-Unis les ont toutes déminées. Vous savez, elles ne sont plus là. Et la question des réparations a été réglée. Et voici la solution concernant les réparations que demande l'Iran. Voici ce que dit Donald Trump. Des réparations, si vous voulez. Ils demandent de l'argent pour les dégâts que nous avons causés. Et j'ai dit, c'est une bonne idée. Eh bien, nous allons demander de l'argent pour les dégâts qu'ils ont causés sur une période de 50 ans. Que vous pensiez à l'USS Cole ou à toutes les personnes qui ont été si gravement touchées, si gravement blessées ou tuées, plusieurs milliers de personnes, et peut-être des indemnités pour les 52 000 manifestants qui, ces 4 derniers mois, ont été tués en Iran. Leurs familles devraient recevoir des indemnités pour le meurtre de l'un des leurs, de leur enfant, de leur mère ou de leur père qui manifestaient. Il y a 1 mois et demi, c'était au moins 52 000. Alors maintenant, combien sont-ils? Donc s'il y a des indemnités à payer, je pense que l'Iran devrait les payer. Ce point était Al. Enfin, je veux dire, il vit dans un monde imaginaire, complètement coupé de la réalité. C'est choquant, absolument choquant, qu'il puisse dire des choses aussi stupides, des choses stupides et fausses. Et au début, le chiffre c'était « Oh, ils en ont tué 5 000. Non, ils en ont tué 10 000. Non, ils en ont tué 20 000. Non, 30, 40, 52. J'ai entendu un autre sioniste affirmer que c'était 60 000. Oh mon Dieu. Enfin, c'est totalement dénué de preuves. Mais il le répète encore et encore et encore, en se disant que si on le répète suffisamment, ça devient vrai. C'est ridicule. C'est obscène. Mais voilà. Et il a ajouté ça à son nouveau message sur Truth Social. Il a dit que l'Iran devrait payer des dommages et intérêts pour les morts au Liban, en Syrie, au Yémen et à Gaza. Alors, il va remonter jusqu'à la guerre de sécession américaine, et ces 750 000 personnes ont été tuées parce que, vous savez, peut-être que d'une manière ou d'une autre, il essaie de résoudre le problème, Larry. Je pense que l'administration est dans une sorte de déni. Je ne sais pas si vous ressentez ça aussi. Le problème du détroit d'Ormuz peut être résolu d'une manière ou d'une autre avec des pipelines, en utilisant des pipelines vers la mer Rouge, peut-être vers d'autres endroits. Arrêtez avec ça. C'est complètement déconnecté de la réalité. Et je sais que Besant a dit ça, mais ça ne fait que souligner l'ignorance de cette bande. Le pétrole est-il la seule chose qui sort du golfe Persique? Non. Il y avait du gaz naturel liquéfié. Il y avait de l'hélium. En fait, le GNL qui en sortait représentait 25% de l'approvisionnement mondial. L'hélium, entre 40 et 44% de l'approvisionnement mondial. J'ai vu différents chiffres à ce sujet. Le soufre, entre 30 et 35% de l'approvisionnement mondial. L'urée, pareil, entre 30 et 35% de l'approvisionnement mondial. Tout ça ne sort pas par pipeline. Ça doit sortir par le Golfe. Et ce sont là des matières premières critiques, je suppose que c'est la bonne façon de le dire, ou des produits chimiques essentiels à l'économie mondiale. Enfin, ces gens-là, vous savez, Bessent et Netanyahou, il suffit de construire un pipeline et ça résoudra le problème. Mon Dieu, je déteste les gens stupides. Vraiment. Surtout quand ils sont censés être intelligents. Oui,
L'autre problème, ce sont les mines. Et là encore, Donald Trump est en train de le résoudre. Parce qu'il leur arrive parfois de larguer une mine, et nous trouvons les mines. Vous savez, nous avons entièrement déminé le détroit, comme vous en avez peut-être entendu parler. Peut-être que vous ne l'avez pas entendu, mais nous contrôlons le détroit à 100%. Ouais, bien sûr. Et les singes lui sortent du cul, d'accord? Ouais, il l'a dit. Il vient carrément d'avoir un gros singe qui lui est sorti du cul. Ça doit être vrai puisqu'il l'a dit. Enfin, c'est manifestement absurde. Il suffit que n'importe qui écoute, lit ou regarde aille sur vesselfinder.com ou marinetraffic.com. Prenez celui que vous voulez. Ça montre la position actuelle, ça montre ce qui entre et ce qui sort du détroit. Il n'y a rien qui sorte du côté omanais et qui apparaisse sur les radars ou qui accepte d'être géolocalisé. Et ceux qui coupent leur système AIS, ils sont pris pour cible par l'Iran et l'Iran les frappe avec un missile. Mais là, vous avez, voyons, 1, 2, 3, 4 navires. Ils semblent tous être des cargos qui sortent actuellement du Golfe. Ils sont juste au large de l'île de Keshm. Vous avez, et il n'y a qu'un seul navire qui entre en ce moment, un cargo. Donc, oh non, en fait, je retire ce que je viens de dire. Celui-là, qu'est-ce que c'est? Un navire roulier. Donc vous avez 2 cargos près de l'île de Keshm, un pétrolier qui est parti, puis 2 autres qui entrent. Un pétrolier et un transporteur de bitume. Donc vous savez un peu, mais c'est pas sous contrôle américain, c'est sous contrôle iranien. Oui, c'est juste que, d'une certaine manière, Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui... Enfin, comment voyez-vous la manière dont les médias traditionnels gèrent la situation avec Donald Trump, Larry? C'est une bande de salauds paresseux. Ils ne posent pas de questions, ils ne creusent pas. Ils le laissent dire ce qu'il dit sans le contredire. Un journaliste devrait simplement dire « Monsieur le Président, ce n'est pas exact. On regarde ici même en ce moment sur vesselfinder.com. Il n'y a aucun navire américain présent et il y a ces autres navires qui passent. Donc c'est tout simplement pas vrai. Mais ils ne le contrediront pas là-dessus. » Larry, est-ce que vous voyez cette attaque se produire? Aujourd'hui, on a demandé à Donald Trump si les États-Unis attaqueraient l'Iran. Il a répondu que cette option était sur la table et que nous y étions prêts. Et du côté des Iraniens, on pense que cela pourrait arriver parce qu'ils s'y préparent. En fait, je pensais, je viens de voir, j'étais dans une autre émission avant de venir ici, et on m'a montré la déclaration publiée par, j'oublie qui l'a faite en Iran, mais en gros elle disait « Nous en avons fini de négocier avec les États-Unis, nous allons simplement attendre que Trump quitte ses fonctions et nous allons continuer à faire ce que nous faisons. » Oui. Donc vous avez vu ça aussi? Oui, je l'ai vu. D'accord. Je pense qu'il y a 2 signes. J'ai vu des gens dire que Vaidi était, vous savez, Ahmad Vaidi, qui était... Là, il est à la tête des gardiens de la Révolution. Il a été nommé à la tête des gardiens de la Révolution. Beaucoup ont dit que le fait de le mettre à ce poste était peut-être un signe de désescalade de la part de l'Iran. Moi, je ne vois aucun signe de désescalade du côté iranien. Même le nouveau chef du Conseil de sécurité nationale, Rezaï, est pour moi un signe qu'ils veulent escalader. En avril, Larry, en avril, quand le cessez-le-feu a été annoncé, il a déclaré « Ce cessez-le-feu n'a aucun sens. Nous devons attaquer et couler quelques navires américains ici. » Et selon lui, la seule défense serait une stratégie offensive. À mon avis, rien ne s'adoucit en Iran.
Non, 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 pas du tout. En fait, vous savez, je pense que comme nous l'avons évoqué à propos de toute l'affaire Rezaei, comme je l'ai supposé, il est probablement fondé de penser que Mojtaba s'est occupé de Rezaei vers 1987 ou 1988. À l'époque, Rezaei n'avait que, voyons, en 1988, il avait 32 ou 33 ans. Ce n'était donc pas un homme âgé. C'était un jeune homme, mais il occupait une fonction de commandement au sein des gardiens de la révolution islamique. Il avait 27 ans. Non, il est né en 54, donc il a vraiment le même âge que moi. En 428, j'avais 33 ans. Alors vérifiez vos calculs, mon ami. Mais c'est jeune. Cela dit, je soupçonne qu'ils se connaissent depuis aussi longtemps. Ce serait un rebondissement intéressant si c'était vrai. Mais je pense que ça mérite peut-être d'être envisagé ou examiné. Mais le fait est que Mojtaba Khamenei a désormais quelqu'un à la tête de ce poste de conseiller qui vient des gardiens de la Révolution, et non pas, si vous voulez, du cercle de Pezeshkian. Car Ali Larijani, avant d'être martyrisé, était davantage aligné sur Pezeshkian et considéré comme un modéré. De même, nous avons parlé de cet homme qui vient tout juste d'être remplacé. Il venait du camp Larijani. On pourrait donc soutenir qu'il était lui aussi plus enclin à s'ouvrir aux négociations et à faire des concessions. Alors que Rezaei, je pense, reconnaît que les concessions sont une perte de temps. Les États-Unis ont déjà décidé qu'ils allaient détruire l'Iran. Ils cherchent simplement l'occasion. Je pense que votre analyse est tout à fait juste concernant Larijani. D'ailleurs, Larijani était un ami proche de Rezaei. Rezaei, qui est actuellement à la tête du Conseil de sécurité nationale. Ils étaient très proches. Très proches. Mais la compréhension que Rezaei a de la guerre est totalement différente. Parce que Larijani n'était pas un militaire. Rezaei, si. Toute sa carrière repose sur l'armée et sur son rôle pendant la guerre Iran-Irak. Il connaît le champ de bataille. Il connaît les pertes humaines. Il connaît les conséquences de la guerre pour la société, pour le pays. Et je pense que c'est un signe, pour les Iraniens et au sein du gouvernement de Pezeshkian, de la position du guide suprême iranien. Il ne va pas. Il va s'enfoncer davantage dans cette situation. Oui, oui, c'est bien ça. Je pense que la position de l'Iran s'est durcie. Trump continue à dire un peu n'importe quoi, pas autant qu'avant, mais il continue à proférer des menaces. Mais comme on l'a vu ces 8 derniers jours, au moins 6 navires différents ont été attaqués pour avoir enfreint les protocoles de la PGSA. Ils n'avaient pas rempli le formulaire, ils n'avaient pas obtenu d'autorisation. Alors l'Iran continue de les frapper, de les couler, d'y mettre le feu. Le président iranien a rencontré le guide suprême pendant 7 heures, plus de 7 heures. Et vous vous souvenez de l'article du New York Times. Il y était rapporté qu'il était très affecté par la guerre, par l'attaque, et qu'il ne pouvait pas. Il ne semble pas qu'il y ait le moindre signe, en tout cas, je n'ai entendu aucun signe, qu'il dise qu'il est blessé, qu'il a des problèmes. Il n'a rien dit de tout ça. Ils ont discuté pendant 7 heures. Il a dit qu'il lui avait tout décrit. Et vous savez, quand j'ai entendu le ton du président iranien, je me suis dit que ce type était, d'une certaine manière, vous savez, il semble qu'il ait abordé chaque problème auquel il fait face. Parce qu'il était d'une certaine façon, comment dire, il était très anxieux face à la situation. Mais là, on dirait que c'était qui était anxieux. Nonomenktara. Vous voulez dire Pezeshkian? Pezeshkian, Pezeshkian. Après avoir parlé avec le guide suprême, on voit qu'il commence tout juste à redescendre et à se détendre. Et la façon dont il décrit les choses donne l'impression que tout se passe bien sur ce front-là, d'après la manière dont il parlait de la situation.
Parce que ce n'est pas... Il faut accepter que parce que dès le premier jour de sa présidence, il était soumis à une pression énorme. L'investiture, la tournée du dirigeant du Hamas, Ismail Haniyeh. Ils ont assassiné Ismail Haniyeh à Téhéran avant son investiture à Téhéran. Et depuis, imaginez à quel point les choses ont changé. Et vous pouvez imaginer toute la pression qui pèse sur ce type. Oui. Oui, tout à fait. Oui. Mais il semble qu'il ait réglé cela, ou que les discussions avec le dirigeant l'aient aidé à se calmer un peu. Alors Larry, pour revenir à la situation au Yémen, pensez-vous que l'Arabie saoudite soit en voie de trouver une solution, ou voyez-vous le conflit se poursuivre? Parce que ces derniers... D'accord. Trouver une solution à quoi? Par la négociation, pas par... Oui, mais une solution à quoi? On parle de l'Iran ou du Yémen. Du Yémen. Très bien. C'est important pour eux. Avec l'Iran, ça ne dépend pas de l'Arabie saoudite. Avec le Yémen, ils peuvent régler ça par la négociation, j'imagine. Ils le peuvent. Ils le devraient. Est-ce qu'ils le feront? Je ne sais pas. Je veux dire, vous avez tout à fait raison. Ils devraient le faire. C'est une évidence. Mais jusqu'ici, ils semblent se contenter de continuer à chercher les Houthis, à les provoquer. Et les Houthis, eux, n'attendent pas. Ils ripostent et tirent des missiles à la fois sur le territoire yéménite contrôlé par l'Arabie saoudite et sur l'Arabie saoudite elle-même. Je les décris ainsi. L'Arabie saoudite, c'est comme un homme qui vit dans une maison en verre et qui a décidé de se lancer dans une bataille de pierre avec les Houthis, qui vivent dans une maison en briques. Il peut bien lancer des pierres toute la journée contre cette maison en briques. Il cassera peut-être une fenêtre, cette seule fenêtre, et ce sera tout. Alors que les Houthis peuvent endommager la maison saoudienne toute la journée, simplement parce qu'elle est en verre. Elle est vulnérable. C'est ce qu'a rapporté la chaîne saoudienne. Elle affirme que le CGRI iranien, le commandant de la force Al-Quds du CGRI, Ismail Qaïmi, est à Bagdad, où il s'entretient avec des combattants et des responsables des Hashd al-Sha'bi. Et la principale question, j'imagine, c'est la manière dont ils veulent attaquer l'Arabie saoudite. Et ils essayent de, j'imagine. Pensez-vous qu'il y ait une forme de communication entre l'Iran et le gouvernement irakien, avec l'aide du commandant iranien, pour calmer ces gens en Irak, parce qu'ils ne sont pas capables de le faire eux-mêmes? Eh bien, je ne sais pas si l'Iran essaye seulement de les calmer. Pourquoi penseriez-vous que l'Iran voudrait les calmer? La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est qu'il est là, en train de discuter avec les PMF. Qu'est-ce qui se passait avant? Les PMF ont attaqué l'Arabie saoudite, et les États-Unis ont attaqué les PMF. Et maintenant, il est là à discuter avec eux. Qu'est-ce que c'est alors? Oui, bon, oui, mais encore une fois, je ne suivais pas vraiment la logique là. Donc, l'Iran a des relations avec les FMP, mais les FMP font partie du gouvernement irakien. Et donc, en tant que partie du gouvernement irakien, c'est au gouvernement irakien de décider ce qu'il faut faire. Bordel. Le fait que les Saoudiens et les États-Unis aient pensé que c'était une bonne idée de les attaquer, vous savez, c'était assez stupide à mon avis, parce que tout ce que ça a fait, c'est réveiller le géant endormi qu'est la Russie. Enfin, je veux dire, ou dans ce cas, le géant endormi, ce sont ces groupes soutenus par l'Iran et les Houthis. Les Saoudiens choisissent un combat qu'ils ne peuvent pas gagner. C'est ça qui est si déroutant. Ce serait une chose s'ils avaient réellement pris le dessus au cours des 10 années précédentes de la guerre. Ils ne l'ont pas fait. Et maintenant, ils sont coincés dans une situation où les Houthis continuent d'intensifier les hostilités et de faire subir des dégâts considérables à l'Arabie saoudite.
Les Saoudiens, eux, ne peuvent pas faire subir de dégâts considérables aux Houthis. Il semble que, Larry, en Israël, on considère que les États-Unis peuvent poursuivre la guerre. S'ils ne le font pas, c'est pour une raison politique. Le problème, c'est la volonté politique de l'administration Trump. Elle n'est pas disposée à poursuivre la guerre. Et on leur a demandé ce qu'ils pensaient des stocks, des intercepteurs, de tout le reste. Ils disent qu'il n'y a pas de... Vous savez, on voit tous ces reportages sur CNN et dans d'autres médias. Les Israéliens, dont je parle, ne croient pas à ces reportages, Larry. Je m'en fiche. Peu importe ce qu'ils croient. C'est comme ça. Enfin, vous savez, ils croient en une personne magique dans le ciel qui a dit « Cette terre est à vous ». Il n'existe pas de personne magique dans le ciel qui aurait dit que cette terre était à eux. Mais c'est ce qu'ils croient. Et maintenant, ils veulent croire « Ah oui, les États-Unis ont plein d'armes ». Très bien, croyez ça, croyez qu'il n'existe pas de gravité. Sautez d'un avion sans parachute, vous atterrirez très bien. Espérons que vous le ferez depuis 5000 pieds d'altitude. Vous savez, quand on parle de croyances stupides et irrationnelles, il y a des gens qui croient que la Terre est plate et que Dieu vous vienne en aide si vous essayez un jour d'avoir une discussion rationnelle avec eux. Ça finit mal. Ces gens deviennent de véritables croyants en certaines choses. Et c'est ce qu'on a ici, de véritables croyants en un mythe. Ah oui, les États-Unis ont plein d'armes. On peut continuer à se battre aussi longtemps qu'on veut. Non, vous ne le pouvez pas. Mais ils peuvent en avoir une partie, si l'on part du principe qu'ils n'ont pas les informations venant des États-Unis. C'est pour ça qu'ils parlent comme ça. Mais ils savent ce qu'il en est de leur stock, de leur propre stock en Israël. Ils doivent savoir à quel point ils sont bas, parce que c'est lié à ce qui se passe aux États-Unis. Oui, écoutez, ils ont les moyens de savoir ce qu'il en est des stocks américains. Bon sang, moi je l'ai compris. Je me suis servi uniquement d'informations accessibles au public. Je n'ai pas eu besoin de consulter des données classifiées pour le savoir. Vous me dites que les Israéliens sont incapables de faire ce que j'ai fait. Je croyais qu'ils étaient censés être plutôt intelligents. Donc s'ils sont incapables de faire ce que j'ai fait, alors ce sont une bande d'imbéciles. Il y a une interview de Naftali Bennett, ancien Premier ministre israélien, dans laquelle il dit que le Qatar est en train de vaincre Israël. Il affirme que le Qatar est un ennemi cruel et mortel, et peut-être l'ennemi le plus dangereux d'Israël. Quand il dit que le Qatar est en train de vaincre Israël, j'imagine qu'il parle des États-Unis, de ce qui se passe à l'intérieur des États-Unis, parce que rien ne se passe sur le terrain. En gros, il parle des deux lobbies aux États-Unis. Avez-vous des éléments montrant que le lobby qatari aux États-Unis est en train de vaincre le lobby israélien? Non, non. Je n'ai aucune idée de ce dont ils parlent. Ils affirment que Tucker Carlson a d'importants liens financiers avec le Qatar. Vous savez, les Qataris se sont laissés utiliser par Israël et les États-Unis. Donc je n'ai pas beaucoup de sympathie pour eux. Ils ont fait leur propre lit, maintenant ils doivent s'y coucher. Et ils pensaient pouvoir se rapprocher d'Israël et des États-Unis, obtenir des avantages financiers et qu'on s'occuperait d'eux, qui seraient protégés. Et ils ont découvert que non, ce sont des promesses creuses. Les États-Unis, vous savez, ne viendront pas vous secourir. Que Dieu les aide. Au-delà de ça, vu depuis les États-Unis, quand on regarde le Qatar et Israël aujourd'hui, en quel sens le Qatar est-il l'ennemi?
Je ne vois pas le Qatar avoir les capacités militaires nécessaires pour s'en prendre à Israël. Je ne vois aucune forme de... Même dans le cas du Hamas, ils ont essayé de coopérer avec les États-Unis. Ils n'ont rien fait. Mais quand on le voit parler avec passion, en disant « c'est le pire ennemi d'Israël », nous devons faire quelque chose. Et qu'il va devenir, à mon avis, si Benjamin Netanyahou perd les prochaines élections, le prochain Premier ministre d'Israël. Et c'est lui qui définira la politique d'Israël. Nous avons affaire à des gens qui sont dans le déni. Ils inventent des récits. Ils finissent par croire à leurs propres récits, et ce n'est pas vrai. Mais il faut partir de ce qu'eux croient. Il faut en tenir compte. Se dire d'accord, ils croient cela. Ils croient que c'est une menace. Ils croient que ce n'est pas une menace, quels que soient les faits. Alors j'ai renoncé à essayer de m'inquiéter de corriger les faits erronés des gens. S'ils ne sont pas disposés à envisager de simples questions, à y répondre et à leur permettre de se faire leur propre opinion. Ils décident que le Hamas et le Hezbollah sont des organisations terroristes, qu'ils tuent des milliers de personnes. Il n'y a rien à discuter. Eh bien, ce n'est pas vrai. Mais d'accord. Vous vous fermez à la possibilité d'intervenir et d'examiner les faits objectivement. Larry, à votre avis, comment Israël perçoit-il sa position à l'issue de cette guerre? Dans quelle mesure ce qu'ils ressentent aujourd'hui à leur sujet est-il lié à la réalité? Je parle de Benjamin Netanyahou, de la manière dont il parle d'Israël, de la situation, de la position dans laquelle Israël se trouve aujourd'hui à cause de la guerre, cette guerre qu'il a déclenchée, qu'il défendait. Et dans quelle mesure ce dont il parle repose-t-il sur la réalité de ce qui s'est passé? Parce que cela pourrait être utile pour le cas du Liban et pour d'autres cas aussi. Expliquez-moi aussi cela. Parce que si, supposons-le, ils ont déclenché cette guerre contre l'Iran, il y a un résultat. Enfin, vous savez, on connaît jusqu'ici le résultat pour Israël, sur le plan militaire, géopolitique, économique, à tous les niveaux. Comment cela va-t-il se dérouler? Parce que si vous essayez de redéfinir votre perception de la guerre, comme le fait Donald Trump d'ailleurs, il détruit tout simplement tous les faits et toutes les réalités. Il redéfinit tout selon sa propre compréhension. La même chose se produit avec Benjamin Netanyahou. Il redéfinit le champ de bataille. Il redéfinit la situation dans laquelle se trouve Israël. Et quand il s'agit du Liban, est-ce que ce sera la même chose? Parce que si c'est le cas, ils ne quitteront pas le Liban de sitôt. Ils vont y rester. Nous aurons les combats. Nous aurons la poursuite des combats, encore et encore. Oh, ils annexent des territoires. Ça vous surprend? Je ne suis pas surpris. Je doute qu'Israël ait les capacités d'envoyer des colons dans le sud du Liban. Ça va les mettre à rude épreuve, c'est certain. Et ça mettra ces colons en danger. Si l'Iran intensifie son action et finit de mettre hors service les raffineries de pétrole d'Ashdod et de Haïfa, alors Israël n'aura plus de carburant d'aviation ni de diesel. Les camions militaires ne rouleront plus, les avions ne voleront plus, les hélicoptères, eux, ne voleront certainement plus. C'est donc une manière dont ça pourrait se dérouler, et cela leur infligerait vraiment des dégâts considérables. Or, jusqu'à présent, l'Iran ne l'a pas fait. Alors Israël continue de bomber le torse et de prétendre être cette grande puissance. Mais il est très vulnérable. Et cette vulnérabilité s'accroît parce que les États-Unis n'ont pas de surplus à leur disposition, du genre « on vous couvre, ne vous inquiétez pas, allez-y ». Israël n'est pas l'endroit où ils vont commencer à payer eux-mêmes leur part. Voyez-vous le moment où Donald Trump dira à Israël « Allez-y, battez-vous seul, vous êtes livrés à vous-même ». Est-ce que cela va arriver?
Potentiellement, oui, ça pourrait. Vous savez, dès lors qu'il décidera qu'il n'y a plus d'avantages politiques à en tirer. Et je pense que ça arrive. Au sein du mouvement MAGA, du mouvement républicain, il y a une fracture grandissante anti-Israël, une part croissante du mouvement, c'est peut-être même devenu majoritaire, et vous voyez ça au sein du Parti républicain. Puis du côté du Parti démocrate, c'est tout aussi divisé. On se retrouve donc dans une situation où ces partis traditionnels commencent à se disloquer sur des sujets qui, auparavant, faisaient consensus. Donald Trump dit qu'il veut se débarrasser du Sénat parce qu'il estime que le Sénat ne va pas. On dirait qu'il pense qu'il va faire quelque chose. Il veut ignorer la Constitution. Quelle bonne idée. Et après, il critique les socialistes démocrates d'Amérique qui veulent eux aussi se débarrasser de la Constitution. Trump est tout aussi mauvais que les socialistes, les communistes, qu'un fasciste. C'est un extrémiste. Ce n'est pas quelqu'un qui repose sur le respect de l'héritage et des traditions des États-Unis d'Amérique. Alors, ça nous ramène à quelque chose dont nous avons parlé hier. Quand Bibi est sorti et a dit, vous savez, en gros, je chie sur votre plan pour Gaza, je chie dessus, on ne le fera pas. Et j'ai vu un communiqué de la Maison-Blanche de Trump disant, oh, c'est juste Bibi qui fait campagne. On n'y prête pas beaucoup d'attention. Et il y a peut-être une part de vérité là-dedans. Mais chaque fois que Bibi peut en substance rabrouer Donald Trump comme ça en public, même si c'est dans le cadre d'un événement politique intérieur en Israël, ça résonne quand même dans le monde entier. Et ça montre aux gens à quel point Trump est faible pour se laisser parler comme ça. Je pense on lui a posé aujourd'hui une question sur Benjamin Netanyahou et son commentaire à propos du plan de paix, du document en 15 points. Il n'a pas répondu, Larry. Il a dit « Je vais publier quelque chose sur Truth Social. Je ne vais pas y répondre ici. » Il hésite. Il veut pas. Il fait ça. Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il s'inquiète désormais de son avenir aux États-Unis? Oui, il est toujours inquiet, mais il vit dans une bulle où on lui dit que tout va bien. Tant que vous êtes dans une bulle et qu'on vous dit que tout va bien, vous n'allez pas trop vous alarmer. Mais un de ces jours, il finira par le découvrir. Et quand il le découvrira, il sera très inquiet. C'est le moins qu'on puisse dire. Je me disais, Larry, aujourd'hui, avec tous les changements intervenus du côté iranien et avec ce qui se passe aux États-Unis, je ne vois littéralement aucun signe que les deux parties puissent se rapprocher et parvenir à quelque accord que ce soit. Et l'Iran, avec l'annonce du Conseil suprême de sécurité nationale, qui parle du Liban, de Gaza, de la Palestine, du Yémen, de l'Iran et de l'Irak, ainsi que de tous ces avoirs gelés et des sanctions. Tout cela mis ensemble. Et de l'autre côté, on voit Donald Trump tout ignorer et dire que l'Australie est ouverte, que tout va très bien. Chaque fois qu'il veut attaquer, ils disent qu'il nous attaque. Cela dépend de sa politique et de ce qu'il ressent au cours de la journée. Non, je veux dire, il vit dans un monde imaginaire. Oh, la rue est ouverte, on la contrôle totalement. Non, ce n'est pas le cas. Mais bon, continuez à le répéter. Ce n'est pas parce qu'on répète une chose qu'elle devient vraie. Mais s'il n'y a aucun signe de rapprochement entre ces deux camps, quel avenir attend ces pays? Je pense aux pays du CCG, pour la plupart. Eh bien, progressivement, ce détroit va continuer à s'ouvrir. Les pays paieront les frais
et rempliront les formalités. Ils le font et ils peuvent passer. Ensuite, si quelqu'un le bloque, comme les États-Unis ont de vraies limites. Ils n'ont pas un nombre illimité de navires. Leur marine a considérablement diminué au cours des... Vous savez, la marine américaine a considérablement diminué ces 30 dernières années. Elle n'a donc pas les moyens d'aller repousser cela et de vraiment faire appliquer les règles. Donc on verra. Je pense que l'Iran est bien placé, de par sa situation géographique, partageant sa frontière nord avec la Russie et ses frontières ouest et est avec le Tadjikistan et le Pakistan, pour voir venir de loin une opération de la CIA. Donc encore une fois, ils ont ces relations ouvertes avec les Tadjiks, les Pakistanais, les Russes. Les Chinois sont un autre acteur majeur en coulisses, tous faisant de leur mieux pour maintenir l'Iran à flot. Et je pense, franchement, que l'Iran va continuer d'être une sacrée épine dans le pied de l'administration Trump. A terrific thorn in the side of the Trump administration. C'est ce qu'a rapporté l'armée russe, Larry. Elle a déclaré qu'aujourd'hui, en une seule journée, le système russe de défense aérienne avait détruit 1134 drones. En une journée, plus de 1000 drones ont été détruits. Combien de drones produisent-ils? Je ne sais pas comment. In one day, more than 1,000 UAVs been destroyed. How many UAVs do they produce? I don't know who's providing them. Eh bien, évidemment, ce sont les Britanniques, les Allemands, les Français, les Polonais. Vous savez, ils sont approvisionnés. C'est pour cela que la Russie tient à continuer de repousser les lignes toujours plus vers l'ouest, afin de pouvoir contrôler ce type d'activité. C'est très difficile, Larry, pour les systèmes de défense aérienne, parce qu'il faut en avoir partout. C'est pour ça que vous voyez qu'ils frappent certaines cibles à l'intérieur de la Russie et qu'ils disent « Oh, nous gagnons parce que nous touchons les civils ». Et Stanislav Krapivnik m'a dit hier qu'il frappe des gens sur la plage, par exemple. Oui, ils ont fait ça la semaine dernière. Mais encore une fois, ça ne fait pas avancer leur cause sur le plan militaire. C'est ça qu'il faut se demander. Sortir de chez soi et tirer en l'air, qu'est-ce que ça apporte? Ça veut juste dire que ces balles vont retomber quelque part et toucher quelqu'un au sol. Peut-être que vous n'aviez pas l'intention de tirer sur lui, mais au final, vous avez tiré sur quelqu'un. Mais vous savez, ce que fait la Russie aujourd'hui, avec cette offensive intensifiée, c'est d'isoler l'Ukraine comme elle ne l'a jamais été auparavant. Et je pense que ça va lui briser le dos. Voyez-vous la Russie, à un moment donné, faire quelque chose contre le gouvernement de Zelensky? Ou bien est-ce qu'ils ne considèrent tout simplement pas que ce soit une manœuvre judicieuse? Je pense qu'ils voient le maintien de Zelensky comme un handicap, comme un avantage pour eux. Vous savez alors qu'il reste. Ça crée un handicap parce que les Russes se disent que si on s'en débarrasse, on pourrait en fait mettre quelqu'un de compétent à sa place. Et là, on pourrait avoir davantage de problèmes. C'est en quelque sorte l'inverse de remplacer Poutine. Poutine est extrêmement compétent et on s'en débarrasse parce qu'on pense que ça va l'affaiblir. Mais les Russes ont montré qu'ils avaient beaucoup de résilience, une grande profondeur stratégique. L'Ukraine, non. L'Ukraine a déjà essayé ça avant. Vous savez, depuis le début de la guerre, il y a eu des attentats terroristes, vous vous en souvenez, dans des villes russes. Et là, c'est un nouveau niveau dans les attentats terroristes. Ils utilisent des drones au lieu de personnes. C'est ça. Et vous savez, la Russie finira par détruire ces drones et ces sites de drones. L'Ukraine a commis une erreur en escaladant ainsi, parce que la riposte sera plus importante qu'elle ne pourra le supporter.
Thank you. Merci. Thank you Merci, very Larry. much. I know that So Alors, Will, on fait ça demain? this tomorrow? tomorrow, Demain. Oui, ce sera à 5 heures, à la même heure. 5, the same. Okay. I'll D'accord, je vous ai inscrit pour demain à 5 heures. Donc mardi à 17 heures. That's Tuesday, C'est noté. 5 p.m. Got it. Oui. All right. Très bien, mon ami. On se voit demain. See you tomorrow. À demain, Larry. Prends soin de toi, corps. Merci, Nima. Merci. Au revoir. Thank you. Bye bye.